retour sur le plateau du Salon CE pour ce premier débat autour du thème « Faut-il modifier la durée hebdomadaire du travail ?» en compagnie de Pascal Lagrue de FO, de Patrick Benamou de la CFTC et bien sûr de Jacques Lambert. Jacques, comme vous voulez. Alors nous en étions à l'analyse de la CFTC sur notamment cet article qui va permettre de... Quelle est-elle cette analyse de la CFTC qui a fait que vous n'étiez pas dans le même mouvement que les autres organisations syndicales qui, depuis le printemps, demandent le retrait de cette loi? D'accord. Nous, on n'était pas foncièrement opposés à tout le texte de loi. Il y avait des parties qui étaient quand même intéressantes. Et on favorisait surtout, sur l'article 2, les accords d'entreprise au niveau de la branche plutôt que dans l'entreprise. Pour éviter le dumping social, puisque on veut... par un moyen détourné, si on favorise la négociation à l'intérieur de l'entreprise, à même convention collective ou à même nombre de salariés, on peut avoir des différences qui peuvent aller du simple au double suivant les envies de l'employeur. Parce que le syndicalisme doit être on doit avoir un socle commun à toutes les entreprises. C'est les conventions de branche qui posent ce socle minimum. Ou une entreprise, qu'elle est 12 salariés ou 200 salariés, aura un minimum, un socle commun. Donc c'est pour ça qu'on s'est laissé un petit peu, je dirais pas entraîner, mais enfin on n'est pas parti dans l'opposition totale, puisqu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes, même si la globalité n'est pas totalement positive, qui sont quand même intéressantes dans la loi. Et on voit le résultat, c'est le 49.3 qui l'emporte, c'est l'écoute du gouvernement. Par rapport au nombre de salariés dans les rues, qui était quand même pas négligeable. Les contestations diverses et variées, que ce soit syndicales ou patronales, dans tout ce texte de loi. Et le 49.3, c'est une forme de démocratie nouvelle. Alors, Pascal, l'accord de branche, si je comprends bien, n'est pas du tout favorisé dans la loi El Khomri, si je ne me trompe pas. C'est bien l'accord d'entreprise. J'entendais le président de l'UPA dire que cette loi n'était absolument pas adaptée à l'artisanat qui pesait quand même 80% du salariat, parce qu'il était impossible de faire un accord d'entreprise dans une boîte qui a un salarié. Sur ce que vous dites en matière d'analyse d'une organisation qui représente les artisans, donc l'ensemble des professions de l'artisanat, l'UPA, c'est pas par hasard si il y a quelques mois, il y a eu à la Confédération FO une tribune commune entre effectivement le président de l'UPA et le secrétaire général Jean-Claude Mailly de FO pour dire justement que la primauté de l'accord de branche était une véritable sécurité tant pour les salariés auxquels ça donne des socles minima en termes de droits que pour les employeurs auxquels ça donne également une sécurité et également une valeur de discussion au niveau d'une branche quand, dans certains formats d'entreprise, il n'y a pas vocation ou possibilité de discuter et d'avoir justement un dialogue social qui va s'adapter aux conditions de travail, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier, mais on pourrait... le débat est beaucoup plus complexe et plus long si on parlait des branches spécifiquement, mais n'oublions jamais que si dans notre pays nous avions eu toujours cette notion de hiérarchie des normes qui permettait d'avoir une construction partant du général pour arriver au cas particulier, c'était justement avec des sécurités entre, où on ne pouvait pas aller en dessous de ce qui avait été négocié avant. C'était justement pour créer des socles communs et faire en sorte que employeurs, salariés n'ont pas les mêmes intérêts. Les employeurs et les salariés n'ont pas les mêmes intérêts, mais par contre, les employeurs et les salariés ont vocation à trouver des points de rencontre. Et ce sont bien une notion de contractualisation que permettaient les accords de branche. Avec ces histoires de dérogation qu'on va avoir dans les entreprises, on va avoir non seulement du tout et n'importe quoi, mais on ne va plus avoir de sécurité, tant pour les uns que pour les autres. Donc aujourd'hui, quand on regarde bien au niveau de la durée du travail et au niveau des temps de travail, il y a beaucoup d'employeurs qui étaient prêts à discuter sur les heures supplémentaires, qui quand ça va se faire au niveau de l'entreprise, ça va être d'une vraie complexité, parce qu'il n'y aura rien de prévu dans les branches, ou alors on va contourner les branches. Alors Patrick, on va prendre... Est-ce que la branche n'était pas le bon niveau de négociation, justement? C'est ce que disait Pascal. Parce que la branche est très adaptée à chaque profession, j'allais même dire, chaque profession spécifique. Une profession qui me vient à l'esprit, c'est l'hôtellerie. On a l'hôtellerie de plein air, on a l'hôtellerie de luxe, on a l'hôtellerie... Est-ce que par secteur,
on n'a pas dans chaque branche moyen de régler par la négociation avec les partenaires sociaux la durée hebdomadaire du travail pour la rendre plus adaptée. Avant, oui. Mais non, non. Avant, oui. Maintenant, non. Et le bon niveau de négociation, moi j'ai persuadé que c'était la branche pour avoir un socle commun, comme le disait Pascal, qui protège à la fois le salarié et l'employeur dans un minimum garanti pour tout le monde. Maintenant, avec la nouvelle loi, on ne pourra plus, puisque les employeurs pourront permettre de négocier éventuellement dans les entreprises des choses qui ne sont pas prévues par la branche. On va déroger. La hiérarchie des normes, elle est totalement chamboulée. On n'a plus, comme on part du haut pour avoir le minimum au cas particulier, ben maintenant ça va être chaque entreprise, même dans la même branche, va pouvoir avoir des règles totalement différentes quant à la rémunération des heures supplémentaires ou des accords sur d'autres thèmes. C'est ça, on peut imaginer, Pascal, qu'il y ait un code du travail par entreprise. C'est-à-dire que je travaille dans l'organisation de salons professionnels, il y a une réalité dans l'entreprise qui m'emploie, je change d'employeur demain, la durée hebdomadaire du travail n'est pas la même parce qu'il aura été décidé, c'est un autre débat que celui du référendum, on va le traiter plus tard, que la durée dans une entreprise est de 32, dans l'autre de 35 et dans l'autre de 45. Ouais, tout à fait, mais aujourd'hui, quand on regarde bien les choses, si nous avions combattu ce projet de loi, et si aujourd'hui on en demande l'abrogation, c'est justement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des codes du travail à la carte, ou même demain le risque. Il y a des pays européens où c'est ce qui se passe. On a même des codes du travail régionaux, des codes du travail départementaux, des réglementations départementales. Nous, on ne veut pas ça. On a la spécificité Alsace-Moselle en France. Alors, on l'a, mais il n'empêche que, en tout cas, nous, la vision qu'on a du travail, du code du travail, du social dans ce pays, c'est d'avoir une vision républicaine. Et la vision républicaine, c'est justement ne pas atomiser, ne pas éclater les droits au point de ne plus avoir de socle. Et là, quand on va être à la carte, c'est presque, entre guillemets, ce qu'on dit souvent dans les entreprises qui mettent en place certains systèmes ou mécanismes de rémunération. On ne veut pas de la rémunération à la tête du client. Et là, c'est ce qui va se passer avec ce code du travail. Et c'est pour ça que nous, on combattra, en tout cas, du maximum que l'on peut. Pourquoi ? Parce que, vu que ça va être soumis à la signature, je pense qu'à un moment donné, salariés, quand on va leur expliquer qu'il faut 50% de signataires, et que c'est les signataires qui signent, ils vendangent les droits, leurs droits, il faudra à un moment donné qu'il y ait une réalité, un principe de réalité pour les salariés lorsqu'ils vont élire leurs représentants et qui s'attachent bien justement élire celles et ceux qui vont les représenter et qui ne signeront pas justement des remises en cause extrêmement graves en matière de droit du travail. Parce que, Patrick, si les organisations syndicales n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une durée du travail proposée par l'employeur, parce qu'évidemment ça va être à l'initiative de l'employeur, qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise ? Eh ben justement, on verra, peut-être le référendum. Peut-être le référendum, c'est promis aussi aujourd'hui. Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord pour aller dans le sens de l'employeur, eh ben, on pourra soumettre ça au vote des salariés. Alors là, ça va être plus délicat pour nous, puisque ça va être à la fois la vente par l'employeur d'un certain produit et la remise en cause des organisations syndicales, puisque l'employeur va, à travers le référendum, dire que regardez, les salariés ont voté. Et on a eu un exemple juste avant l'été, il n'y a pas très longtemps, chez Smart, où les organisations syndicales ne voulaient pas faire certaines choses, et l'employeur a fait son référendum avec les salariés qui étaient totalement à l'opposé. Alors je pense que, est-ce que j'étais pas dans le secret des dieux, est-ce qu'il a vendu le produit de la même manière ? Puisque lui, il a intérêt à ce que sa démarche elle aille jusqu'au bout. Écoutez, on va continuer là-dessus parce qu'il y a deux autres exemples. Il y a les Dunlop et les Goodyear à Amiens, mais on verra ça après une petite coupure. On retourne vers nos studios Lyon 1ère.